Nous sommes en décembre 1879. Une chape de plomb semble s'être abattue sur Paris. Le ciel, bas et gris, ne laisse filtrer qu'une lumière pâle, presque spectrale, qui peine à éclairer les façades haussmanniennes. Depuis plusieurs semaines, le froid s'est installé progressivement, mais en ce début de mois, il change de nature. Ce n'est plus simplement l'hiver habituel, humide et venteux, que les Parisiens connaissent bien. C'est un froid sec, coupant, une morsure qui traverse les vêtements les plus épais et qui fige la pierre elle-même. La ville, d'ordinaire bruyante et trépidante, commence à ralentir. Le tumulte incessant des boulevards, le claquement des sabots des chevaux sur les pavés, le roulement des roues cerclées de fer des fiacres, tout cela s'estompe. Une couche de neige, de plus en plus épaisse, recouvre la capitale. Elle étouffe les sons, transformant l'atmosphère urbaine en un paysage ouaté et silencieux. Les premiers flocons sont tombés en abondance, et comme les températures chutent vertigineusement, cette neige ne fond pas. Elle durcit, se transforme en glace, créant une nouvelle topographie dans les rues et les ruelles. Pour l'habitant de Paris, qu'il soit bourgeois du quartier de l'Opéra ou ouvrier de Belleville, le réveil est une épreuve. À l'intérieur des appartements, le froid a pénétré durant la nuit. Les fenêtres sont couvertes de givre, non pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des vitres, formant des motifs complexes qui obstruent la vue sur la rue. Dans les chambres, souvent non chauffées, l'eau a gelé dans les cuvettes de toilette. Il faut briser une fine couche de glace pour pouvoir se laver le visage. Le souffle se condense en vapeur blanche dès que l'on quitte la chaleur relative des couvertures. La première préoccupation de la journée est le chauffage. C'est une obsession qui traverse toutes les classes sociales, bien que les moyens pour y répondre diffèrent grandement. Les cheminées et les poêles doivent être alimentés, mais le charbon devient une denrée rare et précieuse. L'approvisionnement de la ville est perturbé par les conditions météorologiques. Les péniches qui transportent habituellement le combustible sur la Seine et les canaux sont bloquées par les glaces. Les trains, ralentis ou stoppés par la neige, peinent à acheminer les stocks nécessaires. Dans les immeubles bourgeois, les domestiques s'affairent dès l'aube pour maintenir une température supportable dans les pièces de vie. On calfeutre les fenêtres avec des bourrelets de tissu. On tire les lourds rideaux de velours pour conserver la moindre parcelle de chaleur. Malgré cela, les vastes salons au haut plafond restent glaciaux. On se rassemble autour des foyers. On porte des châles et des vestes d'intérieur par-dessus les vêtements habituels. Dans les quartiers populaires, la situation est bien plus critique. Le bois manque. Le charbon est inabordable pour beaucoup. On brûle ce que l'on trouve. Vieux meubles, débris de bois, papier. Dans les mansardes sous les toits, où l'isolation est inexistante, la température intérieure est à peine supérieure à celle de l'extérieur. Les familles se regroupent dans une seule pièce, partageant la chaleur corporelle. La vie quotidienne se réduit à l'essentiel. Survivre au froid jusqu'au lendemain. Dehors, la ville a changé de visage. Les rues sont devenues des terrains difficiles, voire dangereux. La neige s'est accumulée sur les trottoirs et la chaussée, atteignant par endroits plusieurs dizaines de centimètres. Les services de la voirie sont dépassés. On embauche des milliers d'hommes, souvent des chômeurs ou des ouvriers sans travail à cause du gel, pour déblayer les axes principaux. Armés de pelles et de balais, ils rejettent la neige sur les côtés, formant des murs blancs qui rétrécissent l'espace de circulation. Mais à peine ont-ils fini qu'il faut recommencer, ou que le vent redistribue la neige poudreuse. La circulation des omnibus, épine dorsale du transport parisien, est gravement perturbée. Les chevaux glissent sur le verglas caché sous la neige. Il n'est pas rare de voir une bête tomber, incapable de se relever, bloquant la circulation pendant de longues minutes. Les cochers, emmitouflés dans d'épaisses pelisses, le visage protégé par des écharpes, tentent de guider leurs attelages avec prudence. Beaucoup de lignes sont suspendues. Les Parisiens doivent marcher. On voit alors une foule empaquetée avancer péniblement sur les trottoirs glissants. Les hommes portent des jambières. Les femmes relèvent leurs jupes pour ne pas les traîner dans la boue glacée qui se forme par endroits, mélangée au sel et à la terre. Les tenues vestimentaires s'adaptent à l'urgence climatique, oubliant parfois l'élégance habituelle de la capitale. Les manteaux sont doublés, les bonnets sont enfoncés jusqu'aux oreilles. On voit apparaître des vêtements de fortune, des superpositions de gilets et de blouses.
Les plus pauvres s'enveloppent les pieds dans des chiffons ou du papier journal, avant d'enfiler leurs sabots ou leurs chaussures usées, tentant désespérément d'éviter les engelures. Car le froid attaque les extrémités avec une rapidité redoutable. Les hôpitaux voient affluer des cas de gelure, et les médecins recommandent de bouger sans cesse, de ne jamais rester statique. Au cœur de la ville, un phénomène spectaculaire attire l'attention de tous et devient le symbole de cet hiver exceptionnel. La Seine gèle. Ce qui commence par de simples plaques de glace dérivant au fil du courant, le charriage, finit par se souder en une masse compacte et immobile. Le fleuve, artère vitale de Paris, se fige totalement. C'est un spectacle que beaucoup de Parisiens n'ont jamais vu de leur vie, ou dont seuls les plus anciens se souviennent vaguement. Le silence du fleuve est saisissant. L'eau ne claque plus contre les piles des ponts, les remous ont disparu. À la place, une surface blanche et grise, accidentée par endroits, lisse à d'autres, s'étend d'une rive à l'autre. Très vite, la curiosité l'emporte sur la prudence. On commence à descendre sur la berge, puis à poser un pied sur la glace. Voyant qu'elle résiste, les plus audacieux s'aventurent plus loin. En quelques jours, la Seine devient une nouvelle avenue piétonne. On traverse d'une rive à l'autre sans passer par les ponts, raccourcissant les trajets. C'est une transformation sociale de l'espace. Le fleuve gelé devient un lieu de promenade et de loisirs improvisés. Des patineurs font leur apparition, traçant des arabesques sur la glace. Des enfants glissent et jouent. On installe même de petits stands de fortune, vendant des boissons chaudes ou des marrons grillés directement sur la glace. C'est une sorte de kermesse étrange, suspendue au-dessus des eaux dormantes. Les photographes amateurs et professionnels installent leurs lourds trépieds pour immortaliser ces scènes inédites. Des Parisiens posant fièrement au milieu du fleuve, avec Notre-Dame ou le Louvre en arrière-plan. Pourtant, cette immobilité du fleuve a des conséquences dramatiques pour l'économie de la ville. Le transport fluvial est à l'arrêt complet. Le bois, le charbon, le vin, le blé, tout ce qui arrive habituellement par péniche est bloqué en amont ou en aval de Paris. Les quais, d'ordinaire fourmillants d'activités, où les débardeurs déchargent tonneaux et sacs, sont déserts et silencieux. Les bateaux lavoirs, où les blanchisseuses travaillent dans des conditions déjà difficiles, sont pris dans les glaces. Impossible de laver le linge, impossible de travailler. C'est toute une population de travailleurs des quais qui se retrouve au chômage technique, sans ressources, alors que le prix des denrées augmente. Les halles centrales, le ventre de Paris, ressentent de plein fouet les effets du froid. Les maraîchers, qui viennent des campagnes environnantes, peinent à atteindre la capitale. Les routes sont impraticables, les chevaux fatigués. Lorsqu'ils parviennent enfin au pavillon de Baltard, leurs marchandises ont souvent souffert du gel. Les légumes sont durs comme de la pierre, les fruits sont abîmés. On doit dégeler les produits avant de pouvoir les vendre, ce qui accélère ensuite leur pourrissement. À l'intérieur des pavillons, il fait à peine moins froid que dehors. Les marchands et les marchandes tapent du pied pour se réchauffer, se frottent les mains, boivent du café brûlant ou du vin chaud. Les clients se font plus rares, ils achètent vite et rentrent chez eux. Les prix flambent. La pomme de terre, base de l'alimentation populaire, devient chère car les stocks gèlent dans les caves mal isolées ou pendant le transport. La viande gèle sur les étals des bouchers, il faut la scier plutôt que la couper. Cette crise alimentaire touche inégalement la population. Si les restaurants huppés des grands boulevards continuent de servir des repas chauds, bien que moins variés, grâce à leurs réserves et à leur capacité à payer le prix fort, les cantines populaires et les petits ménages sont en difficulté. La municipalité et les œuvres de charité tentent d'organiser la solidarité. Des fourneaux économiques sont installés dans les quartiers pauvres. On y distribue de la soupe chaude et du pain. De longues files d'attente se forment devant ces lieux de secours. On y voit des ouvriers, des femmes avec leurs enfants, des vieillards, tous attendant patiemment dans le froid mordant pour obtenir une ration qui leur permettra de tenir chaud au corps quelques heures. La nuit, Paris prend une allure encore plus irréelle. L'éclairage public assuré par le gaz fonctionne mal. Les conduites gèlent, la pression baisse. De nombreux réverbères restent éteints ou ne produisent qu'une flamme vacillante et faible. Les rues sont plongées dans une obscurité profonde, à peine atténuée par la réverbération de la neige. C'est une ville sombre, où l'on hésite à s'aventurer. Les rares passants se hâtent,
ombre furtive rasant les murs. Le silence est total, à l'exception parfois du craquement sec d'une branche d'arbre qui cède sous le poids du givre dans les jardins publics ou le long des avenues. Dans les théâtres et les opéras, la vie mondaine tente de perdurer, mais elle est ralentie. Les salles sont difficiles à chauffer. Les spectateurs gardent leurs manteaux et leurs fourrures pendant les représentations. Les acteurs sur scène, en costume léger, souffrent visiblement, leur souffle formant des nuages de vapeur à chaque réplique. On raconte que lors de certaines soirées, l'orchestre doit s'arrêter fréquemment pour que les musiciens puissent se réchauffer les mains, incapables de tenir leurs instruments ou de bouger leurs doigts avec l'agilité requise. Les semaines passent et le froid persiste, avec des pointes descendant jusqu'à moins 25 degrés Celsius certains jours de décembre. C'est une température sibérienne pour une ville comme Paris, non conçue pour de tels extrêmes. L'architecture parisienne, avec ses toits en zinc, ses grandes fenêtres, ses cours intérieures ventilées, est faite pour un climat tempéré. Elle devient un piège thermique. Les murs de pierre, une fois refroidis, rayonnent de froid. Même les jours où le soleil apparaît, il est trop bas et trop faible pour réchauffer la masse minérale de la ville. La mortalité augmente significativement. Ce ne sont pas seulement les sans-abri qui meurent de froid, bien que leur sort soit tragique, retrouvés au petit matin recroquevillés sous des porches ou dans des recoins à l'abri du vent. C'est aussi la mortalité due aux maladies respiratoires. Bronchite, pneumonie, pleurésie. Les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus vulnérables. Les convois funéraires se multiplient, traversant la neige en direction des cimetières périphériques. Là aussi, le froid pose problème. La terre est gelée en profondeur. Creuser les tombes demande un effort surhumain aux fossoyeurs, qui doivent parfois utiliser des pioches ou allumer des feux pour ramollir le sol. Cependant, l'être humain s'adapte. On observe une forme de résilience et d'ingéniosité dans le quotidien. Dans les bureaux, les employés travaillent avec des mitaines. Dans les écoles, les instituteurs font faire de la gymnastique aux élèves entre les leçons pour activer la circulation sanguine. Les journaux publient des conseils pour se protéger du froid, des recettes de remèdes de grand-mère, des méthodes pour isoler les tuyaux d'eau. La solidarité de voisinage joue un rôle crucial. On se prête du charbon, on accueille un voisin dont le poêle est cassé, on partage un repas chaud. L'hiver de 1879 est aussi marqué par une étrange beauté. Les parcs parisiens, les buttes Chaumont, le parc Monceau, le bois de Boulogne sont transformés en paysages féeriques. Les arbres, couverts de givre, ressemblent à des sculptures de cristal. Les cascades artificielles sont figées en mouvement. Stalactites géantes suspendues dans le vide. Les lacs sont des patinoires naturelles où la bonne société vient se montrer l'après-midi. On y voit des traîneaux tirés par des chevaux, remplaçant les calèches, glissant avec élégance sur les allées enneigées. C'est le côté pittoresque de l'hiver, celui qui séduit les peintres et les poètes, contrastant avec la dureté de la vie quotidienne du petit peuple. Vers la fin du mois de décembre et le début de janvier, une inquiétude commence à poindre, celle du dégel. On sait que la glace accumulée sur la Seine et ses affluents devra bien fondre, et que cette libération des eaux, la débâcle, peut être destructrice. Les ingénieurs surveillent le niveau du fleuve et l'état de la glace. On craint les inondations, on craint que les blocs de glace emportés par le courant ne percutent les ponts et ne les endommagent. L'attente du dégel est un temps suspendu. La ville est toujours prise dans sa gangue de glace, mais on sent que le point de rupture approche. Les températures remontent légèrement, puis redescendent, jouant avec les nerfs des habitants. La neige dans les rues, piétinée, souillée par la suie des cheminées et les détritus qui ne sont plus ramassés régulièrement, perd de sa blancheur immaculée pour devenir une boue grisâtre et glissante, triste et sale. Lorsque le redoux s'amorce finalement en janvier, il est brutal. La température remonte rapidement. La pluie se met à tomber, accélérant la fonte des neiges. Dans les rues, c'est le chaos. Les caniveaux sont bouchés par la glace et les ordures. L'eau ne s'évacue pas. Des mares immenses se forment au carrefour. Les caves sont inondées. L'odeur de la ville change. L'humidité remplace le froid sec. Une odeur de terre mouillée et de décomposition émane du sol qui dégèle. Sur la scène, le spectacle est terrifiant et grandiose. La débâcle commence. La glace se fissure avec des bruits de tonnerre, des craquements sinistres qui résonnent dans toute la ville, surtout la nuit.
D'énormes blocs se détachent et commencent à dériver, s'entrechoquant violemment. Le fleuve, brusquement réveillé, charrie ses icebergs urbains à une vitesse impressionnante. La pression exercée sur les ouvrages d'art est colossale. Les Parisiens se massent sur les quais et sur les ponts les plus solides pour observer le phénomène. On regarde passer des débris pris dans la glace, des barques écrasées, des morceaux de ponton, des troncs d'arbres, parfois même des cabanes de lavandières arrachées à la rive. Le pont des Invalides est particulièrement menacé, ses arches obstruées par l'accumulation des glaçons. On craint qu'il ne cède. Les autorités interdisent la circulation sur certains ouvrages, la police tente de contenir la foule des curieux. C'est un moment de violence naturelle au cœur de la civilisation urbaine. La Seine, domestiquée par des siècles d'aménagement, reprend ses droits avec une force sauvage. Les blocs de glace montent à l'assaut des quais bas, inondant les berges, renversant les lampadaires, arrachant les pavés. Le fleuve semble vouloir nettoyer la ville de cette paralysie hivernale par un accès de fièvre destructrice. Peu à peu, cependant, le fleuve se dégage. Les blocs de glace s'évacuent vers l'aval, vers la mer. Le niveau de l'eau, après être monté dangereusement, commence à se stabiliser. La circulation fluviale reprendra timidement, d'abord avec prudence, puis retrouvera son rythme habituel. Les péniches de charbon pourront à nouveau accoster, soulageant enfin la pénurie de combustible, même si le besoin de chauffage se fait moins pressant avec la douceur qui revient. Dans les rues, la neige fondue laisse place à la boue, puis le pavé réapparaît, lavé par les pluies. La ville retrouve ses bruits familiers. Le claquement des sabots redevient net et précis, le roulement des fiacres reprend sa sonorité habituelle. Les omnibus circulent à nouveau normalement, reliant les quartiers entre eux. L'isolement des faubourgs prend fin. Les Parisiens sortent de cette épreuve fatigués mais soulagés. Ils ont vécu un événement historique, un hiver dont on parlera encore des décennies plus tard. Les journaux font le bilan, on compte les morts, on estime les dégâts matériels, on critique ou on loue l'action de l'administration. Mais pour l'homme de la rue, c'est surtout le retour à la normale qui importe. Pouvoir marcher sans risquer de tomber, pouvoir acheter du pain à un prix décent, pouvoir travailler sans avoir les doigts engourdis. Les traces de l'hiver rigoureux s'effacent rapidement du paysage urbain, mais elles restent dans les mémoires. On se souviendra de la marche sur la Seine, de la vision irréelle des monuments de Paris émergeant d'un désert blanc, du silence des boulevards enneigés. On se souviendra aussi de la dureté de la vie, de la faim et du froid qui ont pénétré l'intimité des foyers. La ville reprend son expansion et sa modernisation. Les travaux reprennent là où ils s'étaient arrêtés. La vie culturelle et politique, un temps mise en veilleuse par l'urgence climatique, bouillonne à nouveau. Paris a survécu à son grand hiver. La nature a rappelé sa puissance, mais la cité a tenu bon. Grâce à l'adaptation quotidienne de ses millions d'habitants, à ces petits gestes répétés chaque jour pour maintenir la vie malgré les éléments. Le printemps 1880 s'annonce, et avec lui, l'oubli progressif des rigueurs de l'hiver, remplacé par la douceur de l'air et le retour de la verdure sur les boulevards. Le grand silence blanc n'est plus qu'un souvenir, dissipé par le retour du tumulte incessant de la grande ville moderne.